qui est sûr, c'est qu'il vaut mieux faire une affaire qu'attendre une bonne affaire. Ça, c'est clair. Parce que en fait, si tu attends la bonne affaire que tout le monde attend, déjà elle est compliquée à trouver, et en plus tu risques d'attendre longtemps, et pendant ce temps-là, tu capitalises pas finalement, tu crées pas d'enrichissement, et tu laisses dormir cet effet de levier que tu pourrais activer plus tôt. Donc faire une affaire déjà, c'est mettre un pas dans l'immobilier et commencer à s'enrichir. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Parti pour cet épisode de La Martingale. Alors on s'approche petit à petit du 100e épisode. On doit être encore au moment où on sortira dans les 80-ish, tu vois, mais voilà, ça avance quand même. Mais écoute, je suis ravi alors je peux pas dire te rencontrer parce qu'il se trouve que le hasard des choses a fait qu'on s'est rencontrés quand même pas mal de fois récemment. Mais te recevoir sur La Martingale, Julien Calamotte, salut. Salut Mathieu, je suis ravi également d'être là aujourd'hui, et effectivement, c'est pas la première fois qu'on se croise, et comme quoi le hasard fait bien les choses. Exactement, pour la petite histoire, on s'est croisé avec Jérémy Nabé, qu'on embrasse d'ailleurs, avec son super podcast que je vous recommande, qu'on mettra en note sur le site lamartingale.io. Et puis on s'est croisé à Monaco au One to One salon du e-commerce. Alors ça, c'était sous ton autre casquette de directeur marketing aujourd'hui que tu représentais sur Iri Jardin, mais c'est pas de ça dont on va parler. Aujourd'hui, on va parler d'investissement, s'enrichir grâce à l'immobilier. Ça, c'est le titre de ton livre, super beau. Moi, j'ai la belle édition, puis moi, je l'ai signé en plus, quoi. L'édition Privilège. Maintenant, il n'y a plus que l'édition Privilège, tu me diras non ou... Non, il y a toujours la première édition qui est en noir et blanc, et l'édition Privilège est quand même plus qualitative et en couleur. Eh ben écoute, voilà, en tout cas superbe. On va parler de tout ça. Moi, bon, pour mon idée, c'est pas du tout le premier épisode sur l'IMO que je fais. Tu le sais bien. Maintenant, j'ai envie de revenir sur certaines bases déjà, parce que toi, tu fais ça depuis donc de l'investissement, du marchand de biens. Pas de promotion encore. Pas de promotion. On va peut-être éventuellement revenir sur toutes ces bases. Je l'ai déjà fait. Mais donc en région principalement, parce que toi, t'es basé à Montpellier. Toulouse, j'ai marqué Montpellier, tu vois, sur mes voilà, ce truc du Parisien type, tu sais, Toulouse, Montpellier, même combat. Ouais, pareil, il y a du soleil, quoi, c'est ça. non, Toulouse. Le mec le dit sans honte, quoi. Non, ça va, on me l'a fait suffisamment, j'ai le droit de rigoler de ça. Moi, j'ai habité à Cherbourg pendant longtemps, on me disait Dunkerque, tu vois, il y a 4 heures de route, c'est pas. Mais je suis sûr que toi, tu vois pas la différence entre Cherbourg et Dunkerque, de toute façon. Pas du tout. Voilà, bon, donc c'est pas un truc de Paris, ça, c'est juste une question de prisme. Et comment Donc, ouais, je voudrais toi, tu as commencé tout seul avec rien, hein, on est d'accord, pas d'apport personnel, d'héritage de ouf, etc. Et aujourd'hui, tu es sur des plus grosses OP quand même. Et moi, ce que j'aimerais voir, c'est voilà, refaire un peu les bases. Pourquoi c'est intéressant? Comment on le fait? Quels sont les avantages en ce moment? Où est-ce qu'il faut pas se foirer dans un truc qui me passionne? Je t'ai raconté que j'étais sur un nouveau projet, moi, en ce qui me concerne. Et aussi, comment on scale, enfin, on grossit un petit peu, parce que la problématique de faire des appartes en location meublée à 50, 60, 100 000 euros, en avoir 10 en gestion, c'est un cauchemar, quoi. Et, ou 20 ou 100, enfin voilà. Et donc, comment on scale, comment on fait sur des... Qu'est-ce qu'on peut faire pour être... si je veux mettre... Enfin... je sais pas moi, si j'ai 55 ans, que je commence à avoir quelques centaines de milliers de côté et que je veux m'envoyer sur un projet à 5 millions, etc., etc. Ça te va comme programme? Impeccable, ça me va très bien. Alors, par quoi on commence? Par quoi tu as commencé, toi, justement, et pourquoi tu penses que l'immobilier, c'est le meilleur endroit où il faut s'embarquer aujourd'hui? Alors, moi, j'ai commencé il y a plus d'une dizaine d'années, en 2010, avec un premier investissement qui était un studio hyper-centre dans le Triangle d'Or de Toulouse, donc un bien très patrimonial. C'était vraiment notre souhait. Alors, quand je dis j'ai commencé, c'est toujours avec mon épouse, hein. On l'a fait à deux. Mais, tu dis on le fait à deux juste par curiosité. Vous le faites à deux financièrement, mais aussi en implication réelle, ou c'est quand même toi plus qui gère? Enfin, ça peut être l'homme, la femme, hein. Là, c'est pas du tout misogyne ce que je dis, c'est plus pour comprendre, parce que...
Alors, c'est à deux dans le sens, en indivision, on achète à deux à 50-50 de manière équilibrée. On porte la dette à deux aussi. On porte les plus-values de main latentes à deux. Par contre, l'organisation au quotidien, elle est différente. C'est-à-dire que vraiment, en ce qui concerne l'immobilier, c'est quasiment 90%, c'est moi qui m'en occupe. Après, elle porte aussi les contraintes que l'immobilier implique, à savoir les enfants aussi à gérer quand moi je suis par-ci par-là avec l'immobilier. Elle porte quand même beaucoup d'autres sujets qui me permettent de dégager du temps pour l'immobilier. Et ça, finalement, c'est aussi s'investir à deux dans le sujet. Mais c'est intéressant, on avait fait d'ailleurs un épisode d'un podcast à deux pour justement avoir un petit peu cette double version. Chez qui Un podcast qui s'appelle Les Investisseurs 4.0. D'accord, très bien. Et on avait traité justement, j'avais proposé de venir à deux. Voilà. C'est intéressant, je pense, et on mettra le lien parce que en effet, tu vois, tu dis chez toi, c'est peut-être ta femme qui s'occupe plus des enfants, ça peut être l'inverse aussi d'ailleurs. Et en l'occurrence, non, je comprends ça. Et moi, c'est des sujets que j'ai pu avoir. Alors là, ça a des avantages de le faire à deux parce que tu as notamment une force de frappe plus importante en termes de capacité d'emprunt. Tout à fait. C'est pour ça aussi qu'on l'a fait à deux. C'est beaucoup plus facile d'emprunter. Pourquoi on l'a fait? Très clairement pour bénéficier du levier bancaire qui est aujourd'hui finalement le nerf de la guerre de l'investissement immobilier. L'immobilier, il y a cette particularité qui finalement fait qu'avec pas grand-chose en bourse, enfin dans ces bourses, on peut finalement emprunter pas mal d'argent et s'enrichir de manière latente, pas instantanément. Grâce finalement à cet investissement. Donc nous on l'a fait pour ça. Ce que je souligne ce que tu es en train de dire, c'est que le gros intérêt de l'immobilier, c'est l'effet de levier, quoi. C'est-à-dire que si tu arrives avec 2, 3, 5, 8, 10 000 euros, tu peux généralement emprunter 10 fois plus potentiellement. C'est à peu près la période où tu pouvais emprunter les 110%, les travaux, le notaire, etc. J'ai l'impression qu'elle est quand même un peu terminée, celle-là. Elle est plus complexe pour les multi-investisseurs. Pour on va dire les néo-investisseurs, pour les premiers investissements locatifs, ça reste encore accessible aujourd'hui. D'accord. C'est pas toutes les banques qui le pratiquent. Il faut aussi un certain dossier derrière. Mais cet effet de levier dont tu parles, effectivement, il est quand même conséquent en immobilier. Il y a très peu d'autres secteurs d'investissement où tu peux l'attraper. Et nous, c'est ça qui nous a fait démarrer aussi. C'est OK, on n'a pas grand-chose de côté. Par contre, on a envie d'aller plus loin, de passer un step. On a envie de construire pour demain. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui comme sacrifice, s'il faut faire des sacrifices sur de l'effort d'épargne ou des choses comme ça, par exemple. Et qu'est-ce qui peut nous permettre de passer un step demain. Mais demain, c'est 5, 10 ans, 15 ans. C'est pas demain, l'année prochaine. Voilà. Donc, premier investissement, il y a une dizaine d'années, vers 2010. Triangle d'or de Toulouse, que je dise pas de conneries. Oui. Triangle d'or, c'est intéressant parce que ça reste quand même on dit un market practice. Enfin, beaucoup de gens vont, c'est des investissements souvent un peu sécurisés entre guillemets. Ce qu'on appelle les triangles d'or dans toutes ces villes, c'est alors souvent le plein centre avec des appartements cossus bourgeois, potentiellement haussmanniens selon les endroits où Haussmann est passé. Pas toujours très loin des gares, bien desservis par des stations de métro, RER, bus, et j'en passe. Voilà, on n'est pas dans des nouveaux quartiers pavillonnaires périurbains, quoi. C'est un peu ça. Hein. C'est ça. C'est important ça. C'est important parce que en fait, je vais reprendre quand même quelque chose qui est dit et redit, mais c'est l'emplacement, c'est quelque chose de très important. Et nous, on a voulu d'abord acheter quelque chose de très patrimonial pour se rassurer aussi pour la suite. On n'a pas voulu prendre un risque en ayant cherché une rentabilité exotique qui existe sur le papier finalement, mais qui serait difficile à trouver au quotidien en dehors de Toulouse ou même dans des quartiers un peu plus exotiques, on va dire, de Toulouse. Donc du coup, on est parti sur vraiment de l'hyper centre avec une cible étudiante. Parce que Toulouse est une ville étudiante assez cotée, avec de belles écoles et un nombre d'étudiants assez fort. Voilà. Et où l'offre finalement est inférieure à la demande de logement étudiant. Donc on s'est rassuré avec ça. On s'est tellement bien rassuré que 6 mois après, on en a racheté un autre. En se disant, OK, il faut capitaliser sur cet effet de levier. Donc t'as quel âge quand t'achètes le premier 25. 25. Tu mets combien d'apport? On met 4 000 euros d'apport par appartement. Enfin, sur le premier. 4 000, pas chacun, de 2 000 chacun. Ouais, c'est ça. Pour un achat à combien? À 80 000 euros, entre 78 et 82 000 euros. Et tu loues combien après À l'époque, on louait 450 le studio. Ok. 450 euros. On avait des mensualités qui étaient à peu près de l'ordre de 400 euros. Alors on les a renégociées 2 fois. Et puis en arbitré, on les a même plus, c'est bien, mais du coup, c'était à peu près ça, quoi.
Et on avait déjà acheté une résidence principale quand même 3 ans avant, à l'âge de 22 ans. D'accord. Qui était une maison à l'extérieur de Toulouse. Et voilà, donc 2010-2011, on a voulu faire ça. On s'est rendu compte finalement que ça fonctionnait. Ça, c'est un secret. J'ai l'impression quand même, on en parlait ensemble, hein, mais en préparant tout ça, moi, j'estime être arrivé un petit peu tard. Alors, même si j'ai fait des choses sur du perso, mais sur l'investissement locatif, j'ai commencé qu'à 29 ans. Et même si c'est un super coup, en fait, je me dis, mais si entre 25 ou 24 et 29, j'avais fait 3, 4, 5 petites OP, déjà tu prends de l'expérience et ça c'est hyper important parce que tu gagnes de la confiance en toi mais aussi pour tes partenaires bancaires, ça c'est hyper fort. Et puis en plus tu crées vraiment de la richesse. Hein. Tu crées de la richesse et plus tôt tu commences, plus vite tu la crées, plus vite tu peux arbitrer, plus vite tu peux rebondir et scaler en fait. C'est ça aussi la clé si tu veux vraiment t'enrichir assez vite. Et moi c'est exactement ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire qu'après 2011 j'ai investi plutôt des choses à titre professionnel. Du coup c'était, tu le sais, quand t'es entrepreneur c'est vraiment focus. Ouais. Et l'immobilier est passé à la trappe, hormis de l'achat de bureaux, de locaux d'activité pour mes propres activités. Mais du coup c'est un peu biaisé parce que finalement l'investissement tu le fais pas forcément dans une optique locative. Tu le fais, oui c'est du locatif mais c'est pour toi. Donc ça peut aussi appauvrir ta boîte, ça dépend du mécanisme que tu fais. Il faut un bon équilibre en fait, hein, c'est quand même pas évident à faire. Du coup, on a eu un stop où on s'est concentré sur d'autres sujets que l'immobilier. Et quand j'ai regardé en arrière... Donc 3 opérations, une pour chez toi et 2 en locatif. Ouais. 25 ans, tu prends ta retraite. Non, vraiment pas. Mais du coup, voilà, 25 ans, donc 26 ans, on achète le deuxième. Et donc là, on est en 2011. Et en 2013, j'achète des bureaux et des locaux d'activité pour mes propres activités, qui à l'époque étaient des sites e-commerce que je montais, que je rachetais, que je revendais dans différents domaines. Et là, j'achète ces locaux qui nous servaient à nous finalement. Donc c'était un investissement immobilier, mais c'était pas le même esprit. Juste pour savoir, tes locaux que tu achètes en pro, c'est gros. En fait, si je te pose cette question, c'est que les auditeurs de la Martingale qui écoutent souvent le savent. Hein, moi, je recommande tellement d'acheter ces locaux professionnels sans abuser, parce que de toute façon déjà c'est contrôlé. Mais voilà, si tu as les moyens si tu es entrepreneur, si tu es profession indépendante, être propriétaire de tes murs, en fait, c'est ce qui fait la diff vraiment en termes de répartition des risques, parce qu'à un moment tu as un business d'un côté et des murs de l'autre, mais aussi potentiellement de patrimoine à la fin. Ça t'a coûté combien? C'était Alors, la particularité, c'est que comme j'avais une agence web digitale, donc voilà, tu connais le sujet, pas besoin de préciser. Comme Cosa Vostra, voilà, mais en plus petit. Et qu'à côté, du coup, notre labo, c'était d'acheter des sites e-commerce, de revendre des sites e-commerce, un peu comme je crois que tu fais aussi avec des startups. Hein, ouais. Voilà. J'avais besoin d'un local dit mixte. Parce que nous, on avait des sites e-commerce d'achat, de revente, on stockait. Ah, ouais. Voilà. Et comme on stockait, on avait besoin de place. Donc on a trouvé finalement un promoteur de la région toulousaine qui faisait et qui proposait cette offre. Il n'y en avait pas beaucoup en 2013, des offres un peu mixtes comme ça. Donc on avait des petits bureaux, on avait une 40aine de mètres carrés de bureaux, hein, c'était tout petit. Et à côté, on avait plusieurs centaines de mètres carrés de stockage, mais c'était logistique. Ouais. Voilà, une porte sectionnelle et après tu t'aménages comme tu veux avec des racks de stockage, etc. Ça c'est super, ça a pris beaucoup de valeur ce type de bien, non? Ouais, alors je l'ai revendu depuis, ça fait déjà un petit moment qu'on l'a revendu, qu'on a arbitré. Mais ça coûte combien? Ça coûtait pas grand chose à l'époque. Alors, franchement, j'ai même plus la surface exacte, mais on était sur 250 000 euros d'enveloppe. D'accord. Voilà, en région toulousaine, en périphérie. Inutile d'aller dans le centre-ville pour le coup, pour ces activités-là. Plutôt pénalisant même. Ouais. Ok, donc aguerri très tôt, à déjà 26-27 ans, t'étais au taquet de l'IMO. Qu'est-ce que tu découvres, je sais pas, dans ces périodes? Typiquement, aujourd'hui, moi, je vois des tas de partenaires possibles sur, je pense à Préto, à HelloPrêt ou des gens comme ça. En fait, toute la chaîne de valeur a été un peu décortiquée. Il y a plein de startups qui viennent. Et tu vois, autant au début, j'étais pas très favorable à utiliser des brokers, aide-moi, des agents, des courtiers en crédit. Autant j'ai l'impression que maintenant, potentiellement, tu peux faire vraiment des meilleures affaires. Je sais pas. Enfin, où est-ce que tu utilises des services tiers? Est-ce que tu en utilises? Est-ce qu'il faut Moi, j'étais vraiment partisan de tout faire moi-même. Je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que j'aime bien maîtriser le sujet, j'aime bien comprendre, donc j'aime bien être dans le cœur aussi du moteur pour voir comment ça fonctionne et comprendre ce que j'achète. J'ai utilisé une fois un courtier
pour une acquisition. En fait, c'était une triple acquisition, donc c'est 3 appartements d'un coup. Et là, j'avais besoin d'un coup de pouce pour aller capter un partenaire financier assez rapidement, pour pas perdre ces 3 opérations déjà, d'une part, et parce que j'avais pas forcément les bons contacts à ce moment-là. Voilà. Donc j'ai utilisé une fois un courtier. Après, un courtier, pour moi, mais ça reste que mon avis, et je pense qu'il peut apporter beaucoup à beaucoup de gens. Pour un multi-investisseur qui est plutôt aguerri et qui connaît bien son sujet et qui sait comment les présenter, du coup, il part quand même avec un handicap, parce que par rapport à toi. Sa commission. Alors, il prend sa commission, mais surtout, il défendra jamais le dossier aussi bien que toi tu le ferais. Quoi. Alors, je pense que dans un dossier, pour avoir testé récemment, assez simple, il apporte quand même beaucoup de valeur. Si t'es 2 salariés avec un revenu assez confortable, parce que il te permet d'aller adresser 10 banques, 15 banques en un temps record. Tu donnes une fois tes documents, il n'y a pas 12 000 allers-retours. Et potentiellement, il va te trouver le prêt sur la banque. Je sais pas, tu vois, en ce moment, je crois que c'est toutes les banques du groupe BPCE, là, Banque Postale, Crédit Mutuel, qui sont hyper au taquet sur les prêts, les taux. Et il va aller te proposer la banque que tu n'aurais pas forcément pensé à aller chercher. Tu vois, la Banque Postale, je sais pas si j'y serais allé naturellement, tu vois. C'est sûr que, comme tu dis, si c'est simple et que tu cherches un taux, c'est la bonne personne. Quand tu démarres, c'est bien parce que ça te facilite les choses et ça te permet finalement de goûter un petit peu au sujet sans trop, finalement, toi, prendre de risques et perdre beaucoup de temps. Ça te fait gagner beaucoup de temps. Quand tu es multi-investisseur et que tu commences à scaler, c'est beaucoup plus complexe parce qu'en fait, ton dossier, il est unique. Okay. Et il rentre plus dans les cases. C'est fini. Et après, ta stratégie de recherche, comment elle a évolué, enfin, entre ce moment-là et où est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu mets comme mots-clés? Quelle est ta thèse, en fait? En fait, si tu veux bien, je reprends sur la période parce que ça va vraiment découler de ça. Donc, moi, j'entreprends pas mal de choses. J'oscille entre salariat, entrepreneuriat, des hauts, des bas, comme la vie d'un entrepreneur. Et puis, en 2018, je regarde derrière moi et là, je me dis, t'as perdu du temps. T'as fait ça en 2010, t'as fait ça en 2011. Les bureaux, on les avait arbitrés depuis. Mais en fait, si t'avais fait ça en 2012, 2013, 2014, 2015, etc., fais les calculs et regarde aujourd'hui la taille de ton patrimoine. À quelle hauteur elle serait. Et là, j'ai pris peur. Je me suis dit, en fait, j'ai perdu beaucoup trop de temps. Donc, tu t'es dit, je vais arrêter d'être entrepreneur et puis je vais faire de l'immobilier en plus de mon job, c'est ça? Ouais, alors en fait, il y a... Enfin, je lis entre les lignes. Mais c'est clairement ça. C'est-à-dire que, en même temps, alors, faut dire aussi que les taux étaient très bas, début 2018, et c'est aussi ça qui... Là, je me suis dit, attends, les taux sont hyper bas, l'argent est pas cher, on peut aller chercher beaucoup de leviers. C'était quoi très bas? On était autour des 1. Voilà. Et aujourd'hui, c'est remonté? Non, c'est pareil. Oui, c'est pareil. Mais par contre, tu prends en 2010, c'était pas du tout, on n'était pas sur ce taux-là, on était plutôt sur du 4%. Ouais, 4%, voilà. Ouais. Donc c'est quand même, on va dire, 3 fois moins cher si tu fais un calcul assez rapide. C'est ce qu'il faut prendre en considération. C'est là où, de temps en temps, en fait, je te dis sur les courtiers ou différents partenaires, finalement, il y a un moment où ton arbitrage, il était entre un 4,2 et un 3,5%, ce qui, sur la durée d'un emprunt, pouvait te coûter 50 000 euros si t'avais un gros emprunt. Mais pouvait te coûter quand même vraiment cher. Aujourd'hui, entre 0,96 et 0,98, ça va te changer 500 balles sur 15 ans. Tu vas prendre limite le banquier ou la banque qui te plaît le plus. Enfin, j'exagère un peu, mais voilà, il y a quand même un peu de ça. Mais en revanche, c'est un vrai truc de ouf quand tu parles avec je sais pas, je parlais avec des Suisses récemment, ils me disaient entre le prix de l'IMO qui est devenu cher en France mais qui est hors de prix là-bas, le fait qu'on te prête pas sans avoir 30% d'apport et les taux qui sont plus élevés, ils me disent mais en fait vous en France c'est n'importe quoi. Enfin, c'est la foire d'empoigne votre truc quoi. C'est la particularité quand même de la France effectivement, c'est qu'on te prête très facilement et on te prête sans apport. Alors qu'effectivement, moi je connais un peu l'Amérique du Nord pour y avoir vécu. Amérique du Nord, c'est 30-35% d'apport. Tu veux aller acheter demain, on a investi aussi au Portugal, tu veux acheter au Portugal, tu mets de l'apport. Et en France, tu peux acheter un bien sans apport et on peut te prêter en plus sur 25 ans, à taux fixe. Ce qui est quand même un truc... en fait, le risque, il est quand même assez lissé dans le sens où tu connais ton taux du début et ça sera la même à la fin. Ouais. Donc ta rentabilité, elle n'est pas impactée par des fluctuations de taux qui sont révisées tous les 5 ans, comme en Amérique du Nord par exemple. Voilà. Donc ça, c'est quand même assez confortable. Et donc en 2018, moi, je me rends compte de ça. Et en même temps, je suis chassé sur LinkedIn par une société pour aller faire de la transfo digitale.
Et je me dis, ok, Banco, alors je suis pas allé que pour ça, évidemment. Je l'explique d'ailleurs dans mon livre, mais je me suis dit, ok, Banco, ça peut me permettre d'aller rattraper du temps perdu. Et là, on a vraiment accéléré pour le coup dès début 2018. Okay. Donc les prix avaient été augmentés. Je me remets en recherche. Donc le recherche, bon, clairement, le Bon Coin, c'est incontournable. Hein, on a vraiment pas trop le choix. Et puis je me remets à recréer du réseau. Ça a bougé, hein, parce qu'il y a quelques années, c'était le premier incontournable, c'était Se Loger. Aujourd'hui, c'est Le Bon Coin. Alors déjà, les professionnels sont sur Le Bon Coin. Se Loger reste incontournable quand même, parce qu'il y a quelques annonces qui sont sur Se Loger, pas Le Bon Coin. Tous les autres... Logikimo, je pense à... bien ici. Ouais. Tout ça, enfin, c'est les mêmes annonces qu'on retrouve ou... Il y a beaucoup de duplications quand même. Et il y a des manières de, je sais pas, de tout centraliser, d'optimiser tout ça, où ça se fait que à l'arrache, tu crées un compte partout et tu mets des alertes, c'est ça? Alors, il y a quelques sites qui agrègent. J'ai oublié le nom, mais je pense que sur Castorus, du genre, tu peux aller chercher. Ce que tu vois aussi sur Castorus, c'est l'historique du bien. S'il était déjà en ligne il y a 6 mois et que toi, tu l'as pas vu, ça peut te permettre de savoir à quel prix il était il y a 6 mois, etc. Ce qui fait du matching d'annonces. D'accord. Et donc, du coup, même si l'annonce a été désactivée pendant 3 mois, que toi, tu l'as loupé, lui, il ne l'a pas loupé et agrège cette donnée-là. C'est un service gratuit? Ouais, c'est gratuit. Ouais. Castorus. Okay. Castorus. À vérifier, mais je crois que c'est ça le nom. Et ils mettent, sinon tu me l'enverras, et ils mettent des alertes mail aussi. Et tu peux mettre des alertes web possibles, je sais pas. Moi, je l'utilisais vraiment pour de la recherche active. Quand j'étais sur un bien, je voulais voir s'il avait déjà un historique ou pas sur les diffuseurs. Mais le Bon Coin, c'est incontournable. Aujourd'hui, c'est quand même hyper prédominant dans les petites annonces, ça c'est clair. Et après, c'est comme moi, j'investis de manière très locale, c'est réseau local. Donc réseau d'agents immobiliers, d'agents commerciaux, de mandataires. Et les agents IMO, mandataires, tous ces gens-là, il y a du off-market, ça existe, c'est-à-dire qu'ils te vendent des trucs qui vont pas poster nulle part? Alors, ils vont les poster, mais avant de les poster, ils peuvent t'appeler à toi, si tu as déjà fait des affaires avec eux, quand tu achètes sans conditions suspensives, au prix, ou s'il peut y avoir des petites négos, mais il faut que derrière, il y ait des garanties que ça aille au bout. Voilà, donc ça se fait pas tout de suite. Ça se crée, ça s'entretient, et c'est quand même un travail de moyen terme, quoi. Et comment ça se crée, ça s'entretient? C'est-à-dire que tu déjeunes avec eux, tu les vois Déjà, tu commences à les rencontrer, donc tu visites. Au début, tu visites, tu rencontres des gens, t'as du feeling, ça passe pas, c'est quand même important. Quand t'es en recherche active, tu visites combien d'apparts par mois, semaine? Je sais pas, il y a des semaines, je peux en visiter 4 ou 5. D'accord. Voilà. Mais enfin, j'ai pu en visiter, maintenant j'ai levé le pied, mais j'ai pu en visiter 4 ou 5 par semaine. Donc c'est quand même du temps parce que ces visites, elles se préparent. C'est-à-dire que pour en visiter 4 ou 5, t'en appelles peut-être 20, 25. Donc c'est quand même du temps en amont. C'est du temps à la visite. C'est du temps après pour faire tes calculs, tes simules et tes offres. Mais sur un marché qui est toujours très tendu comme Toulouse, dans le Triangle d'Or par exemple, même si j'achète plus que là maintenant, j'achète aussi ailleurs, mais c'est quand même, il y a très peu de place à la négo. Donc au final, tes calculs, tu les fais assez rapidement. En amont déjà de phase, tu peux les faire, quoi. Et tes calculs, tes simules, tes offres, etc. Il y a des outils pour faire ça? Parce que moi, j'ai toujours fait ça à l'arrache, un peu sur des trucs Excel. Il existe des... Toi, tu fais pareil ou... Moi, Excel, franchement, c'est ton meilleur ami quand tu traites des chiffres. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Même si après, il y a plein d'outils qui permettent de te faciliter les choses. Hein, et dont le dernier dont tu as déjà parlé et que je connais bien aussi, qui est Finari, là, pour suivre après son patrimoine. Ça, c'est vraiment important. Maintenant, après, oui, tu as des outils qui existent sur Internet. Hein. Investissementlocatif.com en est un. Rendementlocatif.com en est un. Parce que tu vois, tu dirais finalement, selon si je te donnais un prix d'achat, un mètre carré, un endroit, et puis si j'avais un service qui me donnait à combien je peux louer, quel serait mon rendement, quelles vont être mes charges à peu près, etc. Et sur que tu pouvais fine-tuner, de faire sortir ton BP. En fait, avec peu d'infos, tu pourrais avoir ça très facilement. J'ai quand même l'impression qu'à chaque fois, il faut un peu se prendre la tête, quoi. Bah, le problème, c'est que ces outils-là, ça existe, j'en ai testé. Le problème, c'est que c'est basé sur des données statistiques de vente moyenne, de loyer moyen, etc. Nous, on est positionné sur un secteur plutôt haut de gamme. Donc, on fait finalement des biens... En fait, nous, quand un agent non immobilier nous dit le bien il est rénové, il n'y a rien à faire, nous, on y trouve toujours des choses à faire. Et on veut vraiment qu'il y ait cette âme haut de gamme et on veut être sur le haut du marché. Le haut du marché pour capter des étudiants qui ont les moyens, avec des parents d'étudiants qui ont les moyens, par exemple, sur la petite surface. Et puis de se dire, patrimonialement parlant, tu valorises ton bien et tu ajoutes une plus-value. Donc tu les refais tout le temps, tes appartes? Quasiment tout le temps.
Et ça veut dire quoi? Tu peux m'expliquer un peu le standing, typologie, enfin taille, qu'est-ce que tu mets dedans, qu'est-ce que ça veut dire très quali et combien ça te coûte au mètre carré? Bon, combien ça coûte au mètre carré? On est à peu près à 1 000 € du mètre carré au niveau global. De réno? De réno au total. Ah oui, donc ça veut dire c'est un sacré investissement. démolition, après tout, hein, tous les corps de métier. Et au niveau surtout de l'ameublement et de la déco. Attends, tu veux dire qu'un appartement de 50 mètres carrés, tu vas faire 50 000 € de travaux? Ouais. Okay. Ouais. Oui. Alors, c'est pas systématique, ouais. mais comme le patrimoine est quand même assez vieillissant dans les hyper centres-villes, souvent on rase et on refait. Okay. Après, moi, je vais pas sur des très grosses surfaces. Hein. Je suis plus sur du 20 mètres carrés. J'ai quelques apparts qui font 45-50, mais on est plus sur de la petite surface. En dehors des projets de marchand de biens, où là, on est différent. On est sur des beaucoup plus gros volumes. Mais sur la partie investissement personnel, on est plutôt sur des petites surfaces. Donc finalement, oui, sur un studio, tu vas t'en sortir avec 20 000 € de travaux. Mais les travaux, ça fait pas tout. Donc déjà, les travaux, c'est OK, on met de la qualité, on met pas du bas de gamme et du premier prix, parce qu'il faut que ça tienne dans la durée. Mais alors, tu refais les fenêtres, la salle de bain, la cuisine, tout, la porte d'entrée, la serrure, etc. Tu mets dedans... tu les meubles, tu les loues meublés. Ouais. Donc meublés, tu fais dedans, je sais pas, ce qu'on voit sur TikTok, des trucs dans lequel il y a le lit qui est posé avec des tiroirs dessous pour optimiser la taille et faire un dressing et des choses super bien, ou tu restes quand même très très sommaire. Non, alors on fait pas de lit, des lits escamotables, etc. Ouais. On fait pas ça parce que au final, nos studios s'y prêtent pas vraiment et autres. Mais ce qu'on va faire, par contre, c'est qu'on va mettre une literie haut de gamme avec des gros matelas, à mémoire de forme, épais, voilà, un sommier solide. La marque, je peux la citer, c'est Hypnia. D'accord, très bien. Hypnia, voilà, qui est une start-up toulousaine d'ailleurs. Souvent, on en a testé plein, c'est pour ça que je te la pose cette question. Hypnia, ok. Hypnia, qui est un concurrent de Emma Matelas au final, qu'on voit plus à la télé. Voilà, et donc du coup, exclusivement avec eux, c'est comme ça que je meuble les chambres. De notre part, vous aurez 15% chez Hypnia. Je déconne. Non, mais non, mais c'est vrai que je peux faire un deal, en tout cas, sur les gens qui me suivent sur Instagram. Je peux faire un deal avec Hypnia sans aucun problème. Je les connais bien. Donc ça, c'est important. La cuisine, pareil, on peut mettre du qualitatif. On n'est pas obligé de mettre le truc tout cheap. Voilà, pour économiser. Nous, on fait pas dans l'économie, en fait. Voilà, on se dit, on préfère dégrader un peu notre rentabilité, mais être sûr que derrière on fait du qualitatif, que si demain on doit revendre parce qu'il arrive quelque chose, parce que c'est la vie d'un investisseur, il peut arriver des tuiles, il faut que ce soit hyper liquide et qu'en 3 heures ce soit revendu, quoi. Et tu payes au prix de marché derrière, tu loues au prix de marché ou tu loues cher aussi? Bah, c'est là où par rapport aux statistiques moyennes, nous en fait, si on utilisait ça pour faire des simulations, on s'y retrouve pas, parce que finalement on loue beaucoup plus cher que la moyenne de marché que tu peux retrouver dans des... Et alors là, c'est intéressant parce que moi, ma thèse, souvent, c'est de louer plutôt en dessous du prix du marché ou un peu en dessous, un bien qui est pas mal parce que j'ai moins de turnover. Et le turnover, ça coûte cher parce que turnover, souvent, veut dire coût de peinture, 1 ou 2 mois pas loué. Donc, tu perds de l'argent, non seulement en loyer non perçu, mais tu dois en investir en travaux, quoi. Ouais, alors ça dépend des secteurs. Sur un secteur comme Toulouse, t'as des biens qui sont vraiment vraiment pas top, et donc un studio tu vas le louer 400 €, et t'as des biens qui sont vraiment positionnés haut de gamme comme nous on peut les faire, et là on va le louer 600 €, donc t'as quand même un gap de 50%, hein, de 400 à 600 €, et nous on est plutôt sur les 600 € du coup, le studio, ce qui est un studio à Toulouse, hein, c'est pas on n'est pas à Paris, voilà. Et pour le coup, les étudiants restent pas moins longtemps parce qu'ils payent plus cher. Parce qu'en fait, ils savent que s'ils veulent payer moins cher à côté, ils auront la qualité que mérite le prix du loyer, en fait. Voilà. Donc le turnover, finalement, pas plus que si on le louait 400. Après, du turnover, oui, parce que notre cible, c'est l'étudiant à la base, même si aujourd'hui on fait d'autres choses, mais à la base, c'était quand même, cette stratégie, c'était l'étudiant. Tes travaux, tu les fais toi-même ou avec des entrepreneurs, mais toujours les mêmes. T'as appris des choses sur les 10 ans de... J'en ai fait moi-même. Ouais. J'ai sacrifié pas mal de week-ends pour apprendre aussi pour apprendre et comprendre plus que pour le faire, mais aussi pour des raisons économiques, forcément. Aujourd'hui, je délègue quasiment tout sur les travaux, mis à part peut-être la démolition parce que ça défoule et que c'est facile à faire. C'est vrai. Mais et puis on y va avec 2-3 potes, voilà. Et non, après l'évacuation, c'est un peu pénible, mais voilà.
Ça se fait très bien. Et après, non, c'est délégation à 100%. Faut avoir souvent un entrepreneur de confiance. Je veux dire, il y a un lien qui se crée. Je sais pas si tu changes à chaque fois. Moi, j'ai le mien. Je le mettrai si vous voulez. Arsène Cradouche pour les Parisiens. De Corde et CE. Je l'ai déjà mis ici. Des gens étaient ravis. Mais voilà, en fait, quand tu crées ce lien, après, t'as des gens qui eux te font confiance. Toi, tu leur fais confiance. Tu peux leur laisser les clés de chez toi. Ils vont te faire des petites retouches, etc., etc. C'est hyper important, non? Ouais, carrément. Alors surtout ce qui est intervention tout au long de la vie du locataire, etc. J'ai une équipe qui permet d'intervenir assez rapidement. Tu as il y a un dégât des eaux. Ouais. Donc tu payes quelqu'un, c'est quoi? C'est 4% par an? Non, je vais aller, si tu veux, je vais aller. En fait, j'utilise des plateformes de jobbing comme Need Help ou Frisbees ou des choses comme ça au départ quand j'ai un besoin vraiment spécifique que j'ai jamais eu. Et après, finalement, je vais aller dealer directement des prestations récurrentes. Voilà, c'est quoi le forfait de changement d'une chasse d'eau? C'est quoi le forfait de scie, etc. Pour ça. Après, pour les rénovations totales, là, j'ai la chance d'avoir mon associé qui est donc sur la société de marchand de biens qui, lui, a une boîte de rénovation où il y a 10 salariés. Donc, du coup, ils font tout corps d'état. Et c'est assez simple, c'est assez fluide. Alors ça, c'est une bonne technique. Tu dis ça, t'as la chance, mais avoir un associé ou quelqu'un qui est dans le bâtiment, la rénovation, etc. Un archi, potentiellement, si vous avez 2-3 potes, un cousin, etc., se mettre à 3-4 comme ça pour faire les choses, c'est pas mal. Parce que, en fait, ça permet d'accélérer et d'avoir des accès à des gens... enfin, à un prix raisonnable. Très clair. Tes rendements sur... on va venir sur des plus gros biens après maintenant, mais tes rendements... et tu continues à en faire des petits comme ça, du coup? Est-ce que la démultiplication, c'est fatigant? De moins en moins. Aujourd'hui, on est arrivé quand même à un certain nombre de lots. Comme tu le disais, gérer en introduction 10, 20, 100 lots, c'est compliqué. Alors, on n'est pas à 100 lots, mais on a quand même pas mal. Et nous, on gère tout en direct aujourd'hui. On gère tout en direct. Donc, c'est hyper chronophage. C'est aussi beaucoup de charge mentale. Donc, du coup, là, ce qu'on fait, c'est qu'on freine un peu maintenant. J'insiste juste sur une chose, parce que je le fais encore sur une partie, je gère en direct et j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Je pense que c'est important de le faire à un moment. C'est-à-dire, quand tu commences de zéro, comme toi et moi, il y a une grosse dizaine d'années, et que tu n'as jamais géré, en fait, tu te fais quand même un peu... Enfin, tu ouvres les portes à te faire un peu avoir sur les bords, parce qu'en fait, tu sais pas combien te coûte un truc, et en fait, je sais pas, moi, je vais prendre... débarrasser des gravats dans des caves d'un immeuble, machin. J'ai eu une offre du syndic qui me proposait 1 800 €, et puis j'ai fait faire une contre-offre par mon entrepreneur, et j'en ai eu pour la moitié, tu vois. Sachant que j'en payais un quart, tu vois, je crache pas dessus. En fait, c'est 2 coups de fil qui te font économiser 400 balles. T'es pas mécontent, quoi. Non, mais je crois que c'est important de savoir ce que tu achètes, et pour savoir ce que tu achètes, il faut le faire, en fait. C'est le mieux. Donc nous, maintenant, on ralentit parce que c'est quand même assez chronophage. Puis on est arrivé finalement à une taille de patrimoine brut qui est importante. Donc maintenant, on va essayer de consolider. Réexplique-moi, consolider, du coup, comment tu consolides tout ça? Finalement, on était sur des phases d'ascension. Donc on achetait, on construisait, on faisait grossir notre patrimoine brut. Et le patrimoine net, lui, ne grossissait pas, puisque quand tu achètes beaucoup sur un volume, quand tu achètes un gros volume de manière instantanée, enfin sur une courte période, finalement, tu achètes de la dette aussi. Donc ton patrimoine brut grossit, et en proportion, ton patrimoine net, lui... Alors, je reprends les termes. Patrimoine brut, ça veut dire que si tu achètes un bien 100, que tu apportes 90, que tu apportes 10 et que la banque paye 90, ton patrimoine brut est de 100, mais ton patrimoine net n'est que de 10. Exact. Et le mois, à coût de 500 € de loyer, tu augmentes ton patrimoine net. Alors, hors charge, impôts, tout ça, mais de 500 €, mettons 400. Puis, tu vois, donc, le problème, c'est que toi, comme tu passais ta vie à investir, t'as un potentiel de patrimoine à échéance de prêt qui était important, mais au jour on dit pas au jour je vais pas le dire d'ailleurs, aujourd'hui, eh bien, tu as un patrimoine qui est finalement toujours de zéro. J'exagère, mais toujours. Ouais, si on veut vulgariser le truc, c'est à peu près ça, ouais, c'est ça. Mais alors, et c'est là que doivent rentrer en jeu aussi les arbitrages. Revendre des biens que tu as achetés depuis un moment, bénéficier d'une opportunité de plus-value quand elle est là. Moi, je suis très mauvais là-dedans. Voilà. Alors moi, j'ai eu du mal à le faire parce qu'en fait, dans l'immobilier, il y a beaucoup d'affect. Enfin, en tout cas, moi, dans la manière dont j'aborde l'immobilier, il y a beaucoup d'affect. C'est-à-dire que j'achète des choses qui me plaisent, je fais des travaux pour rendre les biens sympas, et j'ai du mal à m'en séparer.
Et puis au bout d'un moment, il faut être rationnel et tu te dis, ok, si tu veux scaler un peu, il te faut récupérer du cash et donc il faut arbitrer, récupérer ce cash et l'éclater sur plusieurs projets pour bénéficier de l'effet de levier. Donc, je reprends, tu achètes, bon, mettons, j'arrondis à 100 000 ton premier bien. Au bout de, t'as emprunté sur 20 ans, je fais des gros arrondis, c'est pas exactement ça. T'as emprunté sur 20 ans, au bout de 10 ans, t'as récupéré 50. Soit tu te dis, il me reste encore 10 ans pour rembourser les 50 qui suivent, soit tu te dis je vais revendre mon truc, alors en plus il a pris de la valeur, il est passé à 150, donc t'as remboursé 50 puis finalement t'as 100, tu vas faire acheter 5 appartes avec 20 d'apports à chaque fois qui vont que tu vas emprunter sur 20 ans mettons, et donc ces 5 appart à 200 000 ont une valeur en tout cas brute de 1 million, 5 fois 200 et finalement si le prix augmente en plus ils vaudront peut-être 1,5 million dans 20 ans, et donc dans 10 ans quand toi t'es censé avoir fini de payer tes 50 000 qui restent, au lieu d'avoir 150 000, tu auras la moitié d'1,5 million ou la moitié, voilà, tu auras 600, 700, jusqu'à 750 000 euros potentiellement. Donc voilà, là tu démultiplies, rationnellement c'est intelligent comme calcul. Et si tu refais l'opération, donc 10 ans après, effectivement, tu rescales encore à un niveau supérieur. En fait, c'est une règle d'échelle. Hein. Plus tu scales, plus tu démultiplies, plus ça va vite. Mais c'est comme partout. Alors c'est surtout une question d'apport. Après, il y a des histoires de... Est-ce que c'est toi qui m'as dit que le LMNP, tu pouvais pas dépasser, je crois, oui, ton... Ouais. Donc, donc le locatif meublé non professionnel, donc ça veut dire que tu vas louer un appartement à des locataires, il est meublé et tu vas le déclarer location meublée non professionnelle, ça veut dire que c'est pas ta profession, et tu vas pas payer d'impôt sur les revenus, parce que si tu le loues pas comme ça, si tu loues nu ou même meublé mais pas sous ce régime-là, tu payes des impôts comme si c'était un revenu, comme si c'était comme ton employeur, voilà, tu payes ton IR, ton impôt sur le revenu. Et donc si tu cumules plein de LMNP et que tu dépasses ton revenu normal, oui, tu repasses dans un régime normal. Non, tu repasses en loueur meublé professionnel. Ouais. Donc là, cotisation sociale, URSSAF et compagnie. Ouais, t'as pas envie d'aller. Voilà. Donc en fait, la LMNP, location meublée non professionnelle, c'est le statut fiscal aujourd'hui le plus avantageux pour n'importe quel investisseur, parce qu'il est très simple. Et après, la LMNP, tu peux l'avoir de deux fonctions, de deux manières différentes. Soit en abattement forfaitaire de 50%. Donc finalement, tu n'es imposé que sur 50% de tes revenus de location meublée, soit au réel, et là tu as une vraie comptabilité, où tu rentres le bien en amortissement comme les professionnels, mais en tant que particulier. Donc ça veut dire qu'à la sortie, tu bénéficies des avantages de la plus-value, de les impôts sur plus-value particulier. Pour ça, non ? Mais il te faut un comptable, c'est obligatoire par contre, parce que tu as une IAS fiscale, tu as un bilan, etc. Donc c'est non professionnel, mais tu as un numéro de SIRET, tu as un bilan, il te faut un expert comptable qui certifie tes comptes et tu as une IAS fiscale. Donc c'est non professionnel, mais c'est quand même assez professionnalisant comme activité, quoi. Voilà. Et effectivement, si tous ces revenus de location meublée atteignent plus de 50% de tes revenus globaux, donc y compris salariés, là tu switches dans la location meublée professionnelle, et là c'est autre chose. Parce que là tu te fais douiller quand même de manière assez conséquente. Donc l'idée, nous, qu'on avait, c'était d'amener cette LMNP jusqu'au maximum. De toujours jouer avec cette donc le maximum étant le cumul de vos deux salaires. Exactement. Finalement, c'est ça, du foyer. Et tout le reste des investissements, on les a fait en SCI à l'IS, qui pour le coup a sa propre fiscalité, puisque c'est l'impôt sur les sociétés et que c'est un véhicule d'investissement totalement indépendant de ton imposition sur le revenu. Ok. Voilà. La SRL de famille peut être aussi une solution quand tu investis en famille. Il y a plusieurs mécaniques. Donc ça, c'était vraiment l'idée. Et là, donc, nous, quand on a commencé à ralentir, on s'est dit, OK, on va déployer, on va créer cette mini modeste foncière familiale qui est une SCI à l'IS. OK. Et à côté de ça, on va peut-être développer aussi une activité de marchand de biens pour rester en contact avec le marché de l'immobilier, parce que ça nous plaît, parce qu'on aime ça. Par contre, on va essayer de faire du cash beaucoup plus rapidement en faisant de l'achat-revente. Donc là, on n'est plus du tout dans des mécaniques d'investissement, on est plus dans vraiment de l'entrepreneuriat dans le monde de l'immobilier. Voilà. Alors, je vais revenir sur ce marchand de biens. Donc tu as réalisé, comme on dit, ou tu as utilisé un autre terme tout à l'heure, mais revendu en tout cas un certain nombre de biens pour en racheter certains.
toujours dans les mêmes tailles, tu disais, donc de 20 à 40-50, mais plutôt centre-ville, triangle d'or. Toi, t'es que Toulouse. Toulouse et périphérie, et une ville aussi à 30 minutes de Toulouse, où il va y avoir une gare LGV en 2028 qui reliera cette ville-là à Paris en 3 heures. D'accord. Donc voilà. Tu cherches quelques bons spots comme ça, des signaux faibles qui font que tu espères avoir un peu de plus-value. J'y croyais déjà même sans ça, mais là ça m'a conforté dans le fait que j'avais fait le bon choix, qu'on verra après en 2028. Mais... Quand tu achètes ce genre de bien, t'as appris des choses, faut sauter dessus directement, faut tout lâcher pour aller visiter immédiatement. T'essayes d'acheter, tu t'en fous. Il y en a qui achètent, qui me disent j'achète au prix potentiellement un peu cher, c'est pas grave parce que c'est des choses qui se valoriseront. Est-ce que toi t'es en mode chien de la casse à acheter le truc le moins cher possible, etc. ou... Alors non, il y a un truc, ce qui est sûr, c'est qu'il vaut mieux faire une affaire qu'attendre une bonne affaire. Ça c'est clair. Parce que en fait, si tu attends la bonne affaire que tout le monde attend, déjà elle est compliquée à trouver, et en plus tu risques d'attendre longtemps. Et pendant ce temps-là, tu capitalises pas finalement, tu crées pas d'enrichissement, et tu laisses dormir cet effet de levier que tu pourrais activer plus tôt. Donc faire une affaire déjà, c'est mettre un pas dans l'immobilier et commencer à s'enrichir. Mais oui, pour répondre à ta question, il m'est arrivé très souvent d'acheter au prix, et même pour pouvoir acheter au prix, d'enlever toute condition suspensive d'obtention de prêt. Donc il faut pouvoir se permettre de le faire, il faut être sûr de son coût, il faut bien avoir tout verrouillé avant, etc. Ou avoir un mec derrière en backup finalement à qui tu peux substituer, qui peut te substituer, parce que acheter à ta place. Voilà, avec les facultés de substitution, il faut absolument toujours la mettre dans l'avant-contrat, ça c'est clair. Au moins tu sais que tu peux filer ton compromis à quelqu'un d'autre qui pourra l'acheter à ta place et te sauver la mise si jamais toi t'as pas ton financement. Mais c'est risqué quand même. Faut faire avec parcimonie. Et ça m'est arrivé aussi surtout très souvent d'harceler l'agent en lui disant, donc quand c'est pas du off-market et qu'il t'appelle pas avant, que t'appelles une annonce sur le bon coin, de lui dire je veux visiter en premier. À quelle heure vous commencez les visites? 14h30? Oui, j'ai déjà 10 visites de prévues. Voilà, bon, est-ce que vous pouvez me caler à 14h ou 14h15? Allez, ok, c'est bon. Et hop, et j'ai fait plusieurs fois des offres sur la table avant que les autres visitent. Parce qu'il y a aussi cette notion éthique un peu de la première offre au prix, elle passe. Et il y a accord sur le prix et la chose, et donc du coup c'est acté. Voilà, donc il peut faire les visites par politesse, par courtoisie, puis pour lui aussi se mettre un élément de sécurité derrière, un deuxième acquéreur. Mais ça m'est arrivé très souvent. Voilà. Ok, donc il y a pas mal de petits tips comme ça, de demander d'être le premier, de venir en amont, très bien. Sur les marchés tendus, c'est indispensable. Ok. Alors venons justement aux marchands de biens. Donc ça c'est la suite qui m'intéresse aussi. Là l'idée, le promoteur, donc pour reprendre, c'est celui qui va acheter éventuellement un terrain ou d'ailleurs un immeuble, mais qui va le raser et construire from scratch. Voilà, le marchand de biens, c'est plutôt quelqu'un, on est entre le particulier et souvent, enfin c'est des professionnels, mais voilà, qui vont racheter soit des immeubles, enfin ou des maisons, soit des appartes, et qui vont les acheter, les refaire et les revendre. Les louer éventuellement, on les revend en louer, ou ça c'est plutôt le promoteur qui fait ça? Alors tu peux les louer. En fait, il y a plusieurs, on va dire, actions qu'un marchand de biens peut activer. Il peut acheter un immeuble, le diviser et revendre à la découpe. Il peut acheter des fonds de commerce et revendre des fonds de commerce. Ça, c'est forcément pas trop connu sur le marchand de biens, mais ça peut se faire aussi. Et il peut même acheter des parts de SCI et revendre des parts de SCI. Ça fait partie du scope d'un marchand de biens. Nous, on va se focaliser plutôt sur l'achat d'immeubles en gros, et on va vendre à la découpe. Et le marchand de biens, pour pouvoir avoir ce statut de marchand de biens, il doit s'engager à la revente. Dans les 2 ans ou dans les 5 ans, selon si le lot est loué en meublé. C'est auprès de l'administration fiscale, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Pour bénéficier d'un taux réduit, en fait, sur les droits de mutation et d'enregistrement. Donc tu payes pas tes 30% communément les frais de notaire. D'accord, ok. Les frais de notaire, mais tu payes quand même tes 30% de plus-value? Ouais, après t'es à l'IS, quoi. T'es à l'IS. Okay. Mais du coup, si tu veux, sur les frais de notaire qui sont quand même 8% globalement d'une acquisition, sur un marchand de biens, il va payer entre 2,5 et 3. Ah oui. Donc t'as 5 points quand même qui rentrent dans ta marge quand t'es marchand de biens. Alors que si tu fais l'opération en tant que particulier, il faut déjà aller récupérer ces 5 points si tu veux qu'elle soit rentable. Et ça, en effet, si tu fais une opération à 1 million et que tu vends 1,2 million, tes 5 points... Ouais. Ok. Ça, 5 points, ça fait 50 000 euros, ça voilà. Donc sur les 200 000, ça fait 25% de ta marge, quoi. Ouais. Donc c'est quand même assez conséquent.
Donc ça, c'est l'avantage. Après, alors oui, comme tu disais, le marchand de biens, c'est un professionnel parce qu'il est quand même professionnel de l'immobilier, avec un petit peu ce paradoxe du fait qu'il n'a pas besoin d'avoir un diplôme de profession immobilière, comme un promoteur, par exemple. C'est ça qui est un peu particulier, c'est que tu peux acheter des immeubles, les diviser et ne pas avoir de diplôme. En face de ça, par contre, il est garant pendant 10 ans de tout ce qui s'est passé dans l'immeuble. Des garanties, évidemment, il garantit tous ses acquéreurs de tous les vices, quoi. Et alors ta thèse là-dessus, quand tu es marchand de biens, toi, tu dois faire des opérations plus grosses, parce que à combien ça commence? Enfin, je veux dire... Ça peut commencer avec un petit studio sans aucun problème. Moi, je l'ai eu fait à titre personnel. On avait un peu de déficit reportable sur une SCI à l'IS. Bon, ben, on s'est dit, ok, on va racheter ce bien-là, on va le louer, puis on le revendra assez rapidement pour bénéficier, voilà, parce que c'était une belle occasion d'acheter pas cher. On l'a fait, donc ça nous a permis d'utiliser ce déficit reportable. Donc, donne-moi des chiffres, t'achètes un truc pareil à 80 000 euros Ouais, c'était même pas le cas. On a acheté un studio à 65 000 euros et on a fait, je crois, 7 ou 8 000 euros de travaux, grosso modo, et on l'a revendu 99 000 euros, tu vois, mais peut-être 6 mois après. Okay. Donc c'était vraiment l'opportunité qui a fait qu'on l'a revendu comme ça. J'appelle pas ça une opération de marchand de biens parce que c'est pas structuré. Voilà. On est d'accord que quand tu revends sans agent, j'imagine? Non, je revends avec des agents. Avec des agents. Pas sur de grosses opérations de marchand de biens parce qu'on a un gros réseau d'acquéreurs qui attendent en fait de projet en projet. C'est pour alimenter tes agents qui te donnent des bons tips que tu fais ça? Clairement, un agent il t'amène un immeuble, tu lui redonnes une partie de la commercialisation, c'est le deal, c'est normal, il t'a fait bénéficier d'une affaire. Puis moi je crois beaucoup au business à long terme et aux relations à long terme, et je pense que c'est important de ne pas calculer que du one shot. Et là, sur l'opération qu'on vient de déboucler, il nous reste un lot à vendre parce qu'on est en train d'expulser un locataire. Mais là, on est sur quelque chose de plus gros. On est sur 800 mètres carrés. Donc, c'est un gros immeuble avec des garages, des box et 13 lots d'habitation et un local commercial. Où là, on a acheté l'appartement. Donc, on a fait la division. Donc, avec un géomètre, tu fais un état descriptif de division. Tu crées un règlement de copropriété parce qu'il n'y avait pas de copropriété, en fait. Donc, il y a tout à faire puisque on l'a acheté à un seul et unique propriétaire. Et là, on a vendu qu'à des investisseurs. Et on a vendu en plateau à rénover, de sorte à ce que l'investisseur qui achète, finalement, puisse faire du déficit foncier, soit en nu, s'il va louer en nu, soit justement en LMNP au réel. Donc tu achètes un truc de 800 mètres carrés, tu le coupes en 4, et tu le refais, tu le coupes en 4, et tu vends 4 plateaux. C'est ça. Alors tu peux voilà, nous en l'occurrence on l'a découpé en 14, parce que c'était quand même voilà, 13 lots d'habitation et un local commercial, c'était quand même beaucoup plus rentable. Ouais. Ce qui fait qu'on a des lots entre 35 mètres carrés et 70 mètres carrés. Et donc là, nous on s'occupe de finalement faire la réfection de toutes les parties communes. Donc, vérifier que la toiture est bonne, les façades, on refait toutes les façades, on refait vraiment toutes les parties communes, on a refait le sol, on a refait la cour, on a refait l'assainissement, on a refait les colonnes descendantes, les colonnes montantes, on a tout refait, propre, parce qu'évidemment on est garant de tout ça de toute façon sur le moyen terme, et puis parce qu'on a envie de vendre des choses qualitatives à nos investisseurs qui vont nous suivre de projet en projet. Voilà. Et ça c'est important pour nous, c'est vraiment cette image aussi est importante. Et les investisseurs, eux, nous ont acheté ces plateaux, vont faire les travaux, et après les travaux, ont des rentabilités entre 7 et 7,5%. Incroyable. Donc ça reste. Donc nous, finalement, on gagne notre vie dessus, puisque c'est des opérations où on va faire 26 points de marge sur l'opération, donc c'est quand même assez rentable. Et derrière, eux, ont une rentabilité. Donc en fait, quand je lis entre les lignes tout ce que tu as fait là depuis en 10 ans, ça se professionnalise énormément. Finalement, il n'y a pas trop d'école pour faire ça, donc faut l'avoir fait. C'est accessible. Si je reprends tout ça, finalement, et j'ai changé récemment avec quelqu'un qui est passé sur un de mes podcasts, il me dit moi j'ai commencé à 18 ans avec zéro littéralement. Enfin pareil comme toi, avec 2000 € qu'il avait gagné l'été sur un job d'été. Et qu'aujourd'hui un sacré patrimoine. Mais donc finalement, tu te dis, si tu investis 2000 € à l'origine, 10-15 ans plus tard, tu peux avoir un patrimoine latent de plusieurs millions, enfin en tout cas d'1 million voire plus,
Et donc ça, c'est même pas réservé. Depuis tout à l'heure, je dis aux jeunes, mais enfin, si on commence plus tard, si tu commences à 40 ans, c'est un truc que tu peux, ou 45, 50, tu peux te dire, en fait, si tu te projettes dans ta retraite et que tu veux un peu continuer à bossouiller ou faire des choses comme ça. En plus, c'est assez l'éclate. Enfin, moi, je trouve ça assez cool de faire tout ça. C'est sympa. Finalement, en apprenant comme ça, c'est quand même un truc sur lequel tu peux te lancer très clairement, quoi. Bah, totalement, parce que moi j'ai commencé tôt, j'ai arrêté, mais je m'y suis remis à 33 ans de manière assez forte, et au final ça fonctionne quand même, parce que plus tu scales et plus le moins d'arbitrage a des conséquences en fait en termes de valeur. La proportion ça reste la même, mais la valeur, donc tu régénères du cash, ça te permet de scaler à nouveau, ou de te diversifier aussi, parce que le sujet de la martingale c'est aussi quand même, on touche un peu à tout, et c'est ce qui m'a permis aussi, en fait cet enrichissement par l'immobilier m'a permis aussi d'aller faire ma curiosité d'investisseur ailleurs, sur d'autres supports d'investissement. Et l'immobilier, pour moi, c'est vraiment un moyen de m'enrichir, mais c'est pas une finalité. Si tu veux, mon but, c'est pas d'être rentier d'immobilier dans 10, 15 ans. C'est pas le but. L'immobilier, c'est vraiment ce moyen grâce à l'effet de levier. Et je reviens sur Finari tout à l'heure, dont on parlait tout à l'heure, mais sur Finari, quand tu saisis tout ton patrimoine, il y a un truc intéressant, c'est que ça te donne ton effet de levier. Sur tous les crédits que tu as et tous les apports que tu as mis, etc. Et moi, j'ai un effet de levier de 8,5 sur cette statistique. Et en fait, je l'avais vraiment jamais trop calculé. Je savais qu'il était important, mais je l'avais jamais trop calculé. Donc tu te dis quand même qu'en fait, à chaque fois que tu as mis 100 000 euros sur la table, tu as quand même levé 850 000 euros, quoi. C'est énorme. Donc voilà. Et tu mets 10 000, bah, tu lèves 85 000. Donc c'est abordable à tous en fait, et cette proportion c'est la même. Après, ce qui fait la différence, c'est juste les montants, quoi, et les valeurs. Mais, voilà. Ouais, c'est passionnant, et en effet cet effet de levier, ben tu l'as pas ailleurs. Enfin, tu vois, on parle d'enrichissement latent, ça pourrait être le titre de cet épisode, ce sera très certainement le cas. On parle de tu vois, le titre S'enrichir grâce à l'immobilier, comment bâtir son empire patrimonial en partant de rien. C'est un peu marketing, mais oui, mais en fait c'est marketing, mais ça marche. Enfin, je veux dire, évidemment, empire patrimonial, voilà, mais en fait t'es pas si loin que ça. Enfin, à chacun a son image, hein, tu vois, mais et ça marche dans toutes les couches sociales. Je veux dire, je connais moi des gens qui ont fait ça, qui étaient plutôt des gens du bâtiment, qui avaient clairement les mains dans le cambouis, le père de ma belle-sœur, tu vois, qui lui-même refaisait avec ses mains, ses bras, et à la fin de 3 employés, mais des appartes, puis qui s'en achetaient 1, 2, 3, 5. Et en fait, tu vas voir des traiteurs, des boulangers. Je connais pas eu des boulangers qui ont fait mais vraiment des empires dans des stations de ski, mais de ouf, tu vois, avec cet enrichissement latent, mais permanent, quoi. Et ça existe pas. Alors, évidemment, tu peux dire enrichissement latent, t'achètes des bitcoins et puis le truc monte. Mais en fait, tous les mois, t'as pas un remboursement du bitcoin par le bitcoin, quoi. T'as pas l'effet de levier. T'as pas l'effet de levier. Enfin, tu peux l'avoir, mais c'est très dangereux. Ouais, va emprunter pour acheter du bitcoin, vas-y. Voilà. Mais ouais, bon courage pour bien dormir le soir. Mais, ouais, c'est clair. Mais ouais, non, c'est ça. Donc, écoute, c'est passionnant. Est-ce qu'on a tout couvert? Moi, ce qui m'intéressait, c'est quand même un peu les fintech et tout ce qui se passe autour. Tu vois, tu as parlé un peu des agents là-dessus. Moi, je te parlais, tu vois, j'ai reçu ici Loïc Audet de ImmoCities, j'ai reçu Martin Ménez de Bivouac, j'ai reçu pas mal de gens. Moi, le truc que je fais en ce moment à Colombes, là, alors là, c'est je sais pas si tu as travaillé déjà le co-living, mais je trouve ça assez intéressant. Je vois d'autres personnes dans tout ce spectre. Je t'ai parlé donc de HelloPrêt, je crois, et Préto. Il y en a plein qui t'aident alors soit à renégocier ensuite, soit à faire tes travaux, je crois, soit à faire visiter tes appartes, soit à les vendre plus rapidement, soit à piloter ton patrimoine, etc. Il y a des changements que tu as eu là-dessus. Là, tu parles de Finari, mais je sais pas, des techs ou des choses que tu utilises ou pas vraiment? Il y a un outil qui me sert beaucoup, ça s'appelle Rentila. Et Rentila, c'est un outil de gestion locative. D'accord. Qui est très accessible, très ergonomique, disponible sur mobile. Donc moi, je fais tous mes états des lieux sur mobile. Je fais signer les inventaires de mobilier sur mobile. Je fais les baux numérisés. C'est payant? C'est gratuit pour un bien, je crois, et après c'est payant quand 0 par mois, 1 lot, 2 à 5 lots, 4 euros par mois, ouais. 2 locataires, et c'est 4 super euros. puissant. Parti, quoi. Franchement, s'il y avait vraiment une boîte dans l'immobilier dans laquelle je voulais investir qui fait vraiment que dans le spectre immobilier, c'est vraiment celle-là.
Elle est vraiment. C'est bon, c'est vendu, j'y vais moi direct. C'est vraiment... Alors je crois, je sais pas si c'est pas polonais ou en tout cas c'est dans les pays de l'Est, il me semble. Mais c'est super ergonomique, c'est super puissant, c'est mis à jour, le support est hyper actif. Ça coûte rien, je crois que ça me coûte 7 € par mois pour bien illimité. Et tu peux gérer plusieurs structures, tu peux mettre tes SCI, tes immeubles, les découper en lots, mettre les tantièmes. Ça te sort tout, ça te mâche tout le travail. Écoute, bulgare, semble-t-il. Bulgare, tu vois. ouais. Rentila Limited. Je suis désolé pour les Polonais, Sofia. du coup, et les Bulgares. Ouais, c'est un peu comme Toulouse et Montpellier. Ouais, voilà, c'est un peu... c'est là-bas. Rentila, écoute, je suis chaud. Ok, il y a en plus les applis et tout. Ouais. Et ton locataire, du coup, a une interface qui lui permet de télécharger ses quittances. Donc, fini, est-ce que vous pouvez m'envoyer une quittance de loyer, etc. Tu peux pas le synchroniser avec ton compte en banque, les paiements, tout ça, peut-être pas encore. Je sais pas si tu peux le synchroniser. Après, le problème, c'est que quand tu es multibancarisé, c'est toujours un peu plus complexe. Donc après, il y a Bankin, forcément, que j'utilise au quotidien, qui est quand même un agrégateur assez sympa pour tout ça. Parce que quand tu investis de manière massive, tu es quand même obligé de te multibancariser, parce qu'au bout d'un moment, une banque, elle peut pas porter non plus trop d'encours sur une seule et même tête. Très bien. J'ai oublié de couvrir quelque chose, peut-être, ou pas, tu crois ? Non, il y a peut-être un sujet, parce qu'on dit, effectivement, c'est intéressant, parce que l'immobilier, tu peux partir de rien. Ce qui est sûr, c'est que plus ton patrimoine grossit, plus tu dois mettre un peu d'apport pour porter une partie du risque aussi avec la banque. Voilà. Et c'est vrai que dans le livre, j'en parle, j'appelle ça le ratio patrimonial. Mais c'est important quand ton patrimoine commence à atteindre 1 million, 2 millions, 3 millions, plusieurs millions d'euros. Bah forcément, ton patrimoine net en face, il doit avoir de la gueule, quoi. Tu peux pas avoir 5 millions d'euros de patrimoine brut et 100 000 € de net. C'est pas possible, quoi. C'est pas viable pour une banque si demain il arrive quelque chose. Donc il faut être conscient que l'apport, sans apport, c'est bien pour démarrer. Après, il faut être conscient qu'il faut aussi capitaliser un peu sur son propre business immobilier en portant une partie du risque, quoi. Et l'argent travaille quand même. Ouais, l'argent travaille quand même. Je vois 29,95, c'est vendu quoi sur la Fnac Alors principalement sur Amazon. Ok. Ouais. Il est référencé à la Fnac mais il est pas stocké. Il est référencé à Cultura mais il est pas stocké. Il est que sur demande. Toi, tu le vends pas en direct avec un code promo ou quoi, non ? Je le vends en direct sur un site qui s'appelle investiratoulouse.com parce que j'accompagne quelques investisseurs à investir sur Toulouse. Mais je peux pas mettre de code promo pour le moment. Tu vois, je l'ai pas prévu. Mais honnêtement, 29,95 €, c'est le meilleur investissement que vous pourrez faire de votre vie. Ça vous prendra 2h30 ou 3 heures à lire et honnêtement, j'ai eu des bons retours. Oui, non, c'est ça. Il n'y a pas de bullshit. Il est bien fait le bouquin. Voilà, S'enrichir grâce à l'immobilier. Julien Calamotte. Donc, voilà, vous aurez l'édition privilège peut-être. Moi, j'ai l'édition privilège signée. Donc déjà, je vous bats. Non, c'est vraiment hyper chouette. Écoute, moi, je regarde un peu. En ce moment, tu vois, ce projet, je vais te demander mon avis, et puis juste pour réflexion pour tout le monde, mais donc à Colombes qu'on regarde, c'est un projet sur lequel on restructure complètement une maison. Il y a de la création de mètres carrés, donc l'idée c'est de passer de 180, 190 à près de 250 mètres carrés, un petit jardin, faire 9 chambres dedans en co-living. Donc co-living, ça veut dire que les chambres ont une salle de bain ou une salle de douche, en tout cas une pièce d'eau chacune, potentiellement une petite kitchenette ou un micro-ondes et un frigo, en tout cas indépendant, un truc hyper cosy, pareil, très très haut de gamme, super bien fait, un jardin partagé et des assez grands espaces communs, une buanderie évidemment, un salon séjour, cuisine, salle à manger, potentiellement une deuxième grande pièce dans laquelle tu peux bosser la journée ou le soir, je sais pas moi, socialiser, faire des puzzles, regarder la télé, j'en sais rien, je sais pas si on en mettra, voilà. Chacun, tu vois, dans chaque chambre a sa télé, son truc, enfin vraiment son cocon, quoi. D'ailleurs, le projet, le code, c'est Cocoon, ouais. Et voilà. Et en faisant ça, je me dis c'est super. Après, ça commence à être assez gros investissements. Et je me dis, mais tu vois, on dépasse le 1 million d'euros. Et je me dis, mais si je faisais ça j'en ai déjà parlé peut-être ici, ou sur Génération Do It Yourself, hein, tu vois, un des trips, pareil, j'ai écrit un peu la base de tout ça, un chalet que j'aimerais faire peut-être dans une station de ski, ou pas loin. Et tu te dis, il y a des nouveaux concepts, quoi. Le co-living, là, ce serait une sorte de chalet que tu loues au prix fort pendant les semaines de Noël, vacances de février et Pâques. Mais en fait, ça fait 6 semaines par an. T'as l'été où tu peux louer 4, 5, 6 semaines aussi, mais c'est moins cher déjà. Donc, on va dire, t'as 6 semaines très hautes. Allez,
je vais passer à 8 semaines très hautes parce qu'avec les décalages de vacances, plus les Suisses, les Belges et d'autres nationalités, tu peux avoir 8 semaines hautes, tu vas avoir 6 semaines moyennes. Donc ça ne fait que 14 semaines. Tu vas louer, bon, potentiellement très cher. Et si toi qui vas à 2 semaines, tu t'enlèves 2 semaines. Exactement, c'est quand même aussi l'objectif d'y aller. Et en fait, je me dis, j'aimerais faire un chalet hybride, tu vois, dans lequel, en fait, dans les semaines creuses, en janvier, une partie de mars et potentiellement même juin, septembre, octobre, novembre, tu peux y aller soit en autonome, soit carrément en équipe pour louer tout le truc, et tu as des vrais espaces de travail où tu peux bosser, enfin tu vois, des espaces de coworking en même temps, un peu hybride, sympa, hein, tu vois, mais à la fois tu peux profiter d'un endroit cosy, beau, confort et en pleine nature avec des bonnes connexions, et à la fois tu peux aussi travailler. Tu peux toucher du team building avec ça. Ça peut être effectivement. Tu crois ce genre de nouveaux trucs, c'est très exotique. Alors, c'est pas assez. Pour ce qui est de ton premier projet, d'ailleurs j'ai lu le projet, donc je t'en parlerai après, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en débriefer, mais je t'en parlerai, je te dirai ce que j'en pense, mais c'est un vrai beau projet. Puis j'ai vraiment lu la présentation et le BP avec attention, donc on en parlera après si tu veux, pour essayer de trahir tout ça. Mais après sur la location saisonnière, parce que là c'est quand même un autre métier, on est quand même sur autre chose. Moi j'ai une expérience que je peux partager, c'est celle de l'investissement dans le sud du Portugal, parce que du coup on a investi dans le sud du Portugal. Donc on a une maison, un appartement au bord de la mer en Algarve. C'est clair, ça marche 5 mois dans l'année, quoi. 5 mois dans l'année. Et c'est pour ça que si tu fais des trucs de working à d'autres moments, tu vois, je pense que moi je pourrais me dire, tu l'ouvres à des gens qui veulent venir 2 semaines en janvier, même potentiellement en couple à des prix différents, ou soit en couple, soit en équipe de travail. Il y a Thibaut Elzière et son frère, il me semble, qui ont lancé un projet Idoine. Mais je pense que ça pourrait se développer un peu. Mais en fait, la clé de la rentabilité du projet, elle est là. Elle est sur qu'est-ce qu'on fait des périodes creuses, finalement. C'est ça. Les périodes fastes, on sait que les taux de remplissage sont forts, ça va rouler. En fait, ton BP, bon, tu sais que tu n'auras pas trop de mauvaises surprises en dehors des périodes qu'on a traversées, là, du Covid, etc. Mais ça, c'est anecdotique. Après, c'est sur les périodes creuses, comment trouver un relais de croissance. Après, je pense que t'es un mec quand même plein d'idées, donc t'arriveras à trouver ce qu'il faut faire. Mais c'est vrai que la cible pro aussi, mais pro abordable, pas le CAC 40, mais voilà, la PME, la TPE qui veut faire un team building, c'est vrai que ça a du sens sur des... Parce que ça, sur ce genre de truc, tu vois, des projets où en fait, tu vois, assez vite, ce truc à Colombes, faut rentabiliser à plus de 8 000 € par mois. Quand tu vois des projets de chalets ou de maisons en bord de mer, très vite, dès que c'est un peu gros, t'arrives à 8 000 € la semaine, quoi. Ouais. Et donc, dans les hautes saisons, donc tu dis, si t'arrives à louer 12-14 semaines en haute saison à 8 000 € et que le reste de l'année, tu loues même à 2-3 000, tu vois, ou c'est que du bonus. Finalement, c'est que du bonus et ça rembourse un truc qui est fantastique. Après, pour faire pour moi, c'est peut-être trop exotique pour être un vrai gros... Finalement, il faut peut-être mieux faire un gros truc de bourrin avec un immeuble immense que ce genre de truc, en fait. Bah, le projet de l'immeuble, c'est sûr qu'il va être conséquent en one shot. Après, sur le long terme, tu te poseras quand même moins de questions parce que ça va rouler, ça va, voilà. Nous, on fait de la location courte durée aussi sur Toulouse. On a eu plusieurs appartements, enfin, on a plusieurs appartements donc en même temps. Airbnb Booking, exclusivement, donc géré par une conciergerie, évidemment. On va pas aller faire les ménages. Et ça, c'était une martingale? Ouais, au départ, ouais. Mais plus maintenant. Bah, il y a plein de monde. Ouais, il y a beaucoup de monde. C'est plus de 3000 logements sur Toulouse, qui c'est la 4e ville de France, mais ça reste une petite ville. Plus de 3000 logements sur Airbnb. Bon, ça fait de la concurrence. Alors, nous, toujours pareil, on est sur le haut du marché, mais sur Airbnb, quand même, on est quand même sur des biens généralement en haut du marché, hein, par rapport à la location longue durée. Donc finalement, on tire plus notre épingle du jeu en louant cher des locations longue durée qu'en allant louer au même prix que les autres la nuit, parce qu'on a la même qualité de bien, quoi. Ok, merci pour ce petit bonus de fin d'épisode. T'as une martingale à toi, Julien? Au-delà de l'IMO. Ouais, levier IMO, forcément. Ouais. On en a parlé. Après, moi, je suis un ancien joueur de poker. J'ai beaucoup joué au poker. Ok. Donc, c'est ce qui m'a aussi amené le goût du risque. Ou c'est parce que j'avais le goût du risque que j'ai joué au poker. Je saurais jamais, en fait. Mais voilà. Et donc, finalement, j'aime bien un petit peu faire des paris sur l'avenir. Donc, la crypto-monnaie, j'aime beaucoup. Ça me plaît. Mais ce qui m'anime en ce moment, et Arnaud Dubois, que je salue, s'en souviendra, c'est l'art. Vraiment, j'ai découvert Arnaud Dubois grâce à toi, sur un épisode de La Martingale. Qui est fantastique, ouais. J'ai pas revu Arnaud assez récemment. Un mec génial, j'ai encore eu au téléphone tout à l'heure avant de venir. Un mec vraiment génial.
qui m'a vraiment donné le goût de l'art. Et donc, on a commencé à investir dans l'art avec mon épouse. Et en fait, j'ai juste envie de racheter encore. T'as sorti un ou deux artistes que tu peux nous citer là ou de... Un artiste dont vous aviez parlé, Peter Halley, qui est quand même t'as acheté du Peter Halley, moi je l'ai pas fait encore. Non, je n'ai pas acheté de Peter Halley, mais Arnaud sait que je cherche du Peter Halley. Ouais. Voilà. On est en concurrence, on va l'acheter ensemble. Ouais. Mais ça peut effectivement, parce que c'est une des forces de l'art aussi, c'est qu'on peut acheter en indivision. Ouais. Après, moi j'ai acheté en l'occurrence un tableau d'un artiste américain qui s'appelle Lasker et qui est Jonathan Lasker, et qui est en fait de la même trempe que Halley, même génération, Peter Halley, Koons, etc. C'est la même génération. Et voilà, après d'autres artistes que j'aime beaucoup, Sarah Morris, j'aime beaucoup aussi, une artiste new-yorkaise. Voilà. Très bien. Écoute, Peter Halley, il est exposé à Paris récemment. Je sais pas si c'est encore ouvert. La dernière fois que je t'ai croisé, j'étais allé voir l'expo juste avant. Magnifique. Super. Vraiment magnifique. Avec des prix de galerie, donc bon, on va attendre un peu. Plus de 100 000. Voilà. Bon, super. Julien Calamotte, on te suit sur LinkedIn. Je mettrai les liens. Sur Twitter un peu sur Twitter, pas très actif. Instagram, beaucoup. Je partage le quotidien d'investisseur, les déboires. Voilà. Cool. Très bien. Donc c'est Julien-invest sur Instagram. Top, merci à toi. Voilà, et puis on achète ton livre, donc S'enrichir grâce à l'immobilier. Vous me remercierez tous dans 20 ans quand vous aurez fait x40. Bon, je rappelle, je le fais, bientôt on va mettre un disclaimer, ça m'évitera, mais on ne donne pas de conseils ici. L'idée c'est de donner plutôt des techniques qu'on utilise nous-mêmes. Vous en faites ce que vous voulez, si vous prenez des risques, ce sont les vôtres, pas les nôtres. Et puis voilà, je vous embrasse. Merci Julien. Merci de tout ce love que vous me donnez, en tout cas grâce à la martingale qui grossit de semaine en semaine. Moi, je reviens pas. Et puis de ce plaisir que vous me faites à pouvoir inviter justement des gens comme Julien. J'ai trop de chance, je m'en rends compte. C'est grâce à vous. Donc, merci. Ciao. À la semaine prochaine. Salut. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produit par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.